2 semaines après le 4e épisode de la série, on enchaîne aujourd'hui avec le 5e épisode de Que sont-ils devenus, la série où on revient sur la suite de la carrière de joueurs passés à l'OM, avec un focus sur Balotelli, Lucas Silva, Saïfedine Kawi, Tongia et Mitroglou, comme vous avez pu le voir à la miniature, mais on parlera aussi de plusieurs joueurs que vous avez peut-être oubliés. Comme à chaque épisode, n'hésitez pas à me faire vos suggestions pour les prochains, je les note toutes dans ma liste et j'essaie d'intégrer plusieurs de vos idées à chaque nouvel épisode, donc si vous avez des idées, je suis preneur. On commence sans plus attendre avec le premier joueur de ce 5e épisode, Rijkaard Richard. Le latéral gauche a été repéré quand il jouait à Taverny en 2017, il a ensuite intégré le centre de formation marseillais dans la foulée en montant progressivement les échelons. D'abord les U17 nationaux, puis les U19 et l'équipe réserve pour qui il n'a joué que 6 petits matchs. Devenu international U17 avec les Bleus, il signe son premier contrat professionnel en juin 2020. Nasser Larguet était d'ailleurs plutôt élogieux en mettant en avant sa vitesse, sa puissance, ses qualités techniques et physiques, mais il le mettait aussi en garde en expliquant qu'il devait prendre conscience de ce qu'était le très haut niveau et que son potentiel ne ferait pas tout. Pour qu'il puisse s'aguerrir et gratter du temps de jeu en national, la direction décide de le prêter à Créteil pour la saison 2021-2022, une saison mitigée avec une seule titularisation et quelques bouts de match avec l'équipe première mais sans réussir à s'imposer. Créteil l'a donc fait jouer en National 3 avec la réserve, preuve que la marche était encore un peu trop haute pour briller en National. À la fin de son prêt, il n'est pas conservé par l'OM, Richard va passer 1 an sans club avant de signer avec la réserve de l'ES Canet-Rocheville à l'été 2023. Il a très peu joué sur la première partie de saison en étant probablement blessé, mais il est maintenant titulaire indiscutable en N3 depuis début février, et il a d'ailleurs marqué son premier but face à l'AS Cannes il y a quelques jours. À 22 ans, il a fait le choix de relancer sa carrière en partant de la National 3, à voir de quoi son avenir sera fait, mais il a en tout cas retrouvé un temps de jeu régulier depuis le début de l'année 2024. Ceux qui suivaient déjà l'OM au début des années 2000 se souviennent certainement de Pablo Calandria, annoncé comme un crack par Roland Courbis et recruté pour 2 millions d'euros à Huracan alors qu'il n'avait que 17 ans. L'attaquant argentin n'a finalement joué qu'un seul match à Marseille, une entrée de 30 minutes contre Bordeaux pour une défaite 3-0 et ensuite plus rien. La direction va tenter de le prêter à Lens avec qui il ne va pas jouer du tout et à Malaga par la suite où il n'a joué que 3 petits matchs. À l'été 2002, la direction lui trouve une porte de sortie définitive en le vendant à Leganés. J'ai pas l'info sur le montant du transfert, donc si quelqu'un peut m'éclairer, n'hésitez pas. C'est en tout cas le début de son aventure en D2 espagnol. Il va passer 2 saisons à Leganés, le temps de jouer plus de 60 matchs et de mettre 15 buts. Il enchaîne avec 2 saisons à Rijon en marquant 14 buts en 60 matchs. En 2006, il rejoint l'Hercules Alicante avec qui il va marquer 6 buts en 24 matchs. Puis l'Albacete Ballonpied en 2007 avec qui il va montrer de bonnes choses, 38 matchs, 13 buts avant de faire son retour en Argentine, 9 ans après son départ d'Huracan. Il s'engage avec le club de Gimnasia Jujuy avec qui ce sera pas très concluant, seulement 2 buts en 28 matchs avant un passage oubliable à l'Atlético Tucumán qui n'a duré que 6 petits mois. En 2010, il débute son aventure chilienne en s'engageant avec Santiago Morning, un choix payant parce qu'il a mis 12 buts et délivré 6 passes D en 28 matchs. Ensuite, il a passé une saison à l'Universidad Católica avec encore une fois des statistiques intéressantes, 10 buts et 4 assists en 34 matchs. Il va enchaîner avec un passage aux Santiago Wanderers, le temps d'une saison avant de s'engager avec un club qui va devenir très important pour lui, O'Higgins. Il y a joué entre 2013 et 2019, le temps de prendre part à quasiment 130 matchs et de marquer 52 buts et de délivrer 5 passes D. Il a remporté le tournoi d'ouverture en 2014, une victoire qui a permis à O'Higgins de jouer les poules de la Copa Libertadores. Depuis qu'il a pris sa retraite, il est devenu directeur sportif d'O'Higgins, une reconversion réussie parce qu'il occupe toujours ce rôle au moment où je tourne cette vidéo. Au rang des joueurs qui ont fait un passage très furtif à Marseille, on va parler de Milos Kristic. Le milieu offensif serbe signe à Marseille en 2017 alors qu'il a 20 ans et qu'il sort de 2 saisons prometteuses avec le FK Rad Belgrade. Il a convaincu l'OM de le faire signer après un essai de 10 jours qui a été concluant. Seulement en dehors de 2 apparitions sur le banc, il n'a jamais porté le maillot olympien en match officiel. Pourtant Eric Guéret s'était dit impressionné par ce qu'il a montré pendant la prépa estivale de la saison 2008-2009, en affirmant qu'il était de plus en plus proche de l'équipe première. La direction décide de le prêter à Ajaccio pendant 6 mois, mais ce sera pas beaucoup plus concluant avec 8 petits matchs au compteur. Il n'est logiquement pas conservé à l'été 2009 et il décide de faire son retour en Serbie pour relancer sa carrière. Il s'engage à l'OFK Belgrade avec qui il va jouer 2 saisons, une cinquantaine de matchs et 6 buts. À partir de là, il va enchaîner les courtes piges, d'abord à Jagodina en Serbie avec qui il va retrouver un peu de sensation en marquant 7 buts sur les 15 matchs qu'il a disputés. Un passage à Thun en Suisse qui n'a pas été très convaincant, un passage de 2 ans entrecoupé par un prêt au Radniki Nice.
Ensuite, il a joué 6 mois avec le Nea Salamis à Chypre et 6 mois avec Diosgyör en Hongrie. À nouveau 6 mois avec le Radnički Nice, 6 mois avec son club formateur du Rad Belgrade et 6 mois avec le Novi Pazar. À l'été 2018, il se stabilise un peu à Sindijelik en 2ème division serbe en jouant 1 an et demi là-bas. 43 matchs, 3 buts et 6 passes D au compteur avant un nouveau passage à l'OFK Belgrade pendant 1 an et demi. En juillet 2021, il tente un nouveau challenge à Affoltern en Suisse, mais on n'a pas vraiment d'infos sur ce passage comme le nombre de matchs ou son départ. D'après Transfermarkt, il serait toujours au club, mais le site officiel d'Affoltern ne le mentionne nulle part dans les effectifs. J'ai pas trouvé d'annonce de retraite de sa part, mais a priori il ne joue plus en ce moment. Plus récemment maintenant, Saifeddine Kaoui avait tapé à l'œil de la direction à l'été 2016 après avoir réalisé 2 saisons intéressantes à Tours. Il signe pour environ 1 million d'euros, mais sa première saison sera très timide. Il a eu un peu de temps de jeu sous les ordres de Franck Passy, mais Rudy Garcia l'utilisait nettement moins. À l'été 2017, la direction le prête à 3 pour qu'il engrange du temps de jeu, un choix plutôt payant parce qu'il va faire une saison pleine avec 35 matchs, 5 buts et 2 passes D. Son retour à Marseille sera de très courte durée parce qu'il est prêté à Caen dans la foulée, où il réalisera une nouvelle saison pleine avec 32 matchs, 8 buts et 2 passes D. Pour la saison 2019-2020, il fait son retour dans l'effectif olympien mais dans la peau d'une doublure, 11 matchs au compteur mais aucun comme titulaire. Malgré tout, il va rester à l'OM pour honorer sa dernière année de contrat. Villas-Boas l'utilisera même à quelques reprises comme arrière-gauche, mais c'est surtout l'intérim de Nasser Larguet qui va lui donner un nouveau souffle. Il le met titulaire contre Nice et ça va être payant parce qu'il va inscrire un doublé. Il a joué 5 matchs sous Sampaoli aussi avant de quitter le groupe prématurément comme les autres joueurs en fin de contrat. À l'été 2021, il s'engage librement avec Clermont, un club où il va jouer 2 saisons avec un bilan de 9 buts et 6 assists en 58 matchs. L'été dernier, il a signé libre avec Khorfakan aux Émirats Arabes Unis. Il avait du temps de jeu au départ, mais il n'a plus joué depuis décembre 2023, en étant toujours absent du groupe retenu. Après, peut-être qu'il s'est blessé pour une longue durée, mais j'ai pas trouvé l'information. Franco Tongia était lui arrivé dans le cadre d'un échange avec Marley Ake, avec les 2 joueurs qui étaient cotés à 8 millions d'euros dans l'opération, souvenez-vous. Le milieu offensif était considéré comme un grand espoir du football italien parce qu'il avait montré des choses très prometteuses pendant sa formation. Comme beaucoup d'autres espoirs passés par l'OM, Tongia sera finalement un échec cuisant parce qu'il n'a joué qu'avec l'équipe réserve sans jamais parvenir à faire son trou chez les pros. Le seul souvenir que j'ai de lui, c'est son triplé contre Monaco avec la N2, mais c'est à peu près tout. 1 an et demi après son arrivée, il est transféré sans indemnité de transfert à Odense au Danemark, mais la direction aurait pensé à inclure un pourcentage à la revente. Avec son nouveau club, il a joué 28 matchs pour 3 buts et 2 passes D. Depuis, il a été prêté avec option d'achat à l'AEK Larnica à Chypre, et pour le coup, ça se passe plutôt bien pour lui parce qu'il est titulaire indiscutable. 32 matchs, 7 buts et 3 passes D. Il réalise une très belle saison en portant son club, de belles performances récemment récompensées par le trophée de meilleur joueur du championnat chypriote. L'option d'achat devrait logiquement être levée, mais à voir de quoi son avenir sera fait parce qu'il pourrait très bien être convoité cet été. On enchaîne avec un nom qui m'a été suggéré à plusieurs reprises, celui de Lucas Silva, qui est considéré comme l'un des pires flops qu'on ait connus, même s'il y a quand même pas mal de candidats. Le Real Madrid l'avait recruté en 2015 après plusieurs saisons réussies avec Cruzeiro, et aussi de belles prestations avec les U23 du Brésil. Ils ont mis 15 millions d'euros sur la table pour le faire signer, mais après 9 matchs et une deuxième partie de saison timide avec l'équipe première, le Real décide de le prêter sans option d'achat pour qu'il engrange du temps de jeu. Lucas Silva pose donc temporairement ses valises à Marseille, mais le moins qu'on puisse dire c'est que son prêt a été une grosse déception avec des performances largement insuffisantes. Pourtant la direction de l'époque l'avait bien régalé comme le révélaient les Football Leaks de Mediapart il y a quelques années. Le club lui avait donné 15 000 euros pour se payer un coach personnel, un Audi Q7 comme à Madrid, une maison à 7 000 euros par mois et des cours de français pour lui et sa famille. Au moins c'est pas un flop qui est resté sur la durée, il est reparti à Madrid au terme de la saison, mais la suite a été beaucoup plus compliquée pour lui. Alors qu'il était sur le point d'être prêté au Sporting, les médecins du club décèlent une arythmie cardiaque et étaient plutôt pessimistes sur la possibilité de rejouer au très haut niveau. Plusieurs médias annonçaient même sa fin de carrière, mais Lucas Silva a réagi lui-même pour clarifier les choses. A priori, c'était une altération ponctuelle qui n'avait pas de cause spécifique, et par la suite, d'autres examens ont confirmé qu'il n'y avait pas d'anomalie cardiaque. En janvier 2017, il fait son retour au Cruzeiro dans le cadre d'un prêt de 2 saisons et demie. Il a retrouvé un rôle important en jouant 78 matchs pendant son deuxième passage là-bas, en remportant aussi 2 trophées par la même occasion. À la fin de son prêt, il est logiquement libéré par le Real. Il décide de s'engager avec le Grêmio en janvier 2020. Il y restera jusqu'en 2023 en jouant 150 matchs pour 5 buts et 4 assists. En juillet dernier, il a fait un nouveau retour au Cruzeiro, il est même devenu capitaine depuis début 2024. Sa carrière n'a peut-être pas été à la hauteur des promesses placées en lui, mais à maintenant 31 ans, il se régale dans le championnat brésilien, et quand on sait qu'il y a eu cette alerte cardiaque, ça doit vraiment lui faire plaisir de continuer de jouer au haut niveau.
On passe à un joueur que vous avez peut-être oublié puisqu'il n'a pas joué le moindre match sous le maillot marseillais. Dani Segovia a été prêté avec option d'achat à Marseille lors de la saison 2005-2006. L'attaquant espagnol n'avait pourtant joué qu'avec l'équipe B du Rayo Vallecano. En faisant mes recherches, je suis tombé sur ce petit article d'OM Passion qui date de 2005 et j'ai trouvé ça très sympa de voir comment son arrivée était annoncée à l'époque. D'ailleurs, je vous incite fortement à consulter OM Passion qui est vraiment très riche en informations. Le lien du site sera dans la description pour les curieux. Pour revenir à Segovia, son passage a été anecdotique, il n'a pas joué avec les pros et logiquement l'option d'achat n'a pas été levée. La suite de sa carrière n'est pas beaucoup plus glorieuse, il a enchaîné les courts passages en Espagne à Fuenlabrada, Algeciras, la réserve de Saragosse, Conquense et l'Atlético Baleares, tout ça en l'espace de 4 ans. En 2011, il s'engage libre avec le club autrichien de St. Pölten, avec qui il va se montrer plutôt performant avec 17 buts pour sa première saison et 12 buts sur la première partie de saison suivante. Après ça, il va signer à l'Admira Wacker contre une indemnité de 60 000 €, mais il n'y restera que 6 mois avant de faire une saison peu convaincante à Wolfsberger. Après ça, il revient à St. Pölten pour 3 saisons, un club qui lui réussit bien parce qu'il marque 16 buts pour la saison de son retour, 21 buts pour la deuxième et 5 buts pour les 6 premiers mois de la saison 2016-2017. Malgré son importance, Segovia quitte le club en février 2017 et va repartir pour une succession de piges, à Bakou en Azerbaïdjan, en Inde avec le Bengaluru FC, une saison au Racing Santander, 6 mois à Badajoz et à Murcie, une saison à Herea, Montijo et à Adarve, une carrière qui a du mal à se stabiliser en dehors de St. Pölten avec qui il a été très bon. Depuis l'été 2023, il joue pour le club de Segoviana, pensionnaire de 4ème division espagnole. À 38 ans, il a mis 7 buts et délivré 3 passes D, tout en apportant son expérience à un club modeste, à voir s'il va rempiler pour une saison ou s'il décidera de mettre fin à sa carrière. Bilal Omrani était lui considéré comme l'un des plus grands espoirs du centre de formation, la direction l'a fait signer pro en 2011 mais il n'est jamais parvenu à confirmer les belles promesses en 5 saisons au club. Au total il a joué 10 matchs à l'OM, Deschamps ne comptait pas vraiment sur lui et lui reprochait un manque d'investissement, Boep l'a très peu utilisé, Marcelo Bielsa appréciait son profil mais ne l'a fait jouer que 4 matchs, et Mitchell l'avait totalement placardisé en le faisant jouer en réserve. Son prêt à Arles-Avignon s'était d'ailleurs pas très bien passé non plus, notamment à cause de problèmes comportementaux. Quoi qu'il en soit, il a quitté l'OM à l'été 2016 pour s'engager librement avec le CFR Cluj en Roumanie, un choix payant parce qu'il va devenir un joueur important là-bas pendant 6 saisons, en jouant 209 matchs pour 47 buts et 42 passes D. Il a remporté 5 titres de champion et on l'a vu briller lors des tours de qualif en Ligue des Champions en 2019 avec ses 6 buts en 8 matchs. Il quitte Cluj à l'été 2022 pour signer au Steaua Bucarest, une saison qui n'a pas été fantastique loin de là avec seulement 2 buts et 2 passes D en 22 matchs. La saison suivante, il s'est engagé avec Petrolul mais il a eu très peu de temps de jeu là-bas. Son club a décidé de le prêter au Wisla Cracovie au cours du dernier mercato d'hiver, mais sa deuxième partie de saison a été très compliquée, seulement 2 courtes entrées en jeu au compteur et puis plus rien. À voir maintenant de quoi son avenir sera fait puisqu'il est libre à la fin de la saison. Aaron Canardin avait lui montré de belles choses pendant sa formation et la direction l'avait récompensé par un premier contrat pro à l'été 2020. À l'OM, il n'a joué qu'avec l'équipe réserve avec plus d'une trentaine de matchs au compteur. Il a aussi fait 2 apparitions sur le banc contre Reims et Metz en fin de saison 2020-2021, mais il n'a pas joué la moindre minute en pro. Il quitte le club à la fin de son contrat en juin 2023. Cela dit, il n'a pas tardé à trouver un club parce qu'il s'est engagé quelques semaines plus tard à l'Olympique Charleroi en 3ème division belge. Il est titulaire indiscutable depuis son arrivée, maintenant son club va devoir prendre une décision rapidement, parce qu'il n'avait signé qu'1 an et qu'il est maintenant en fin de contrat en juin. Petit point sur Mario Balotelli qui a fait un passage de 6 mois à Marseille en marquant 8 buts en 15 matchs. Personnellement j'ai aimé son court passage et j'aurais aimé qu'il reste plus longtemps mais c'était compliqué notamment en termes de salaire. N'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous aviez pensé à l'époque du passage de Balotelli à l'OM. Pour revenir sur son parcours, il a passé une saison à Brescia, 5 buts en 19 matchs en étant intéressant en début de saison avant de progressivement retomber dans ses travers et en étant aussi embêté par des pépins physiques. Il a rebondi à Monza à l'été 2020, 6 buts en 14 matchs à titre personnel, mais collectivement, Monza a raté la montée directe à quelques points. À la fin de la saison, Balotelli s'engage avec l'Adana Demirspor en Turquie, un choix de carrière concluant parce qu'il va jouer plus de matchs que les dernières années et se montrer plus prolifique avec 19 buts en 35 matchs. En 2022, il décide de quitter le club pour s'engager avec le FC Sion, un passage qui va tourner au fiasco avec un enchaînement de polémiques sur ses sorties nocturnes, sur son hygiène de vie, son comportement limite et un investissement qui laisse à désirer. Malgré un contrat de 2 ans, le FC Sion et Balotelli se mettent d'accord pour résilier son contrat à l'amiable. Pour rebondir, Balotelli a fait le choix de revenir à l'Adana Demirspor en signant un contrat d'1 an. Sa saison est tronquée par une blessure au genou qui l'a éloigné des terrains 2 mois et demi, mais depuis son retour, il est toujours titulaire et même capitaine sur certains matchs. Il est en fin de contrat dans quelques semaines, à voir s'il va prolonger ou s'il va découvrir un 12e club dans sa carrière.
Il y a un nom qui est revenu à quelques reprises aussi parmi vos suggestions, celui d'Alfousseni Sané. L'arrière-gauche avait signé son premier contrat pro en 2016, il a principalement joué avec les U19 et avec la réserve, mais le grand moment de sa carrière, c'est certainement ce match comme titulaire contre Toulouse en Coupe de la Ligue. C'est d'ailleurs le seul match qu'il a joué avec les pros, et il avait d'ailleurs été plutôt intéressant de mémoire. Par la suite, la direction l'a laissé partir libre à l'été 2017, Sané va attendre plusieurs mois avant que le club roumain de Voluntari lui tende la main. Le début de son aventure roumaine ne se passe pas bien parce qu'il n'a joué aucun match, mais de son propre aveu, il n'était pas très sérieux à l'époque. Il a été prêté 6 mois à Metalloglobus avant d'être libéré de son contrat à l'hiver 2019. Pour tenter de se relancer, Sané s'engage avec le FC Deol qui joue en Régional 1. Une période où il doit jongler entre ses entraînements et un travail à la poste comme il l'expliquait dans l'entretien avec la Nouvelle République. Il ne restera qu'un an là-bas parce qu'il s'engage à Toulon l'été suivant pour jouer en National 2. Il est titulaire à son arrivée et ce jusqu'à l'arrêt du championnat à cause de la crise sanitaire. En juillet 2021, il signe à Marignan Gignac. Il devient rapidement titulaire indiscutable en réalisant sa première saison pleine depuis pas mal d'années. Il va malgré tout quitter le club à l'été 2022 pour signer à Hyères, mais ce sera pas très réussi. Seulement 6 matchs au compteur avant d'être libéré l'été dernier. Depuis, il est toujours sans club, on espère qu'il retrouvera un challenge dès cet été pour reprendre le fil de sa carrière à maintenant 28 ans. On termine ce 5e épisode par un focus sur Kostas Mitroglou qui restera dans les mémoires de tout le monde comme un attaquant maladroit qui enchaîne les contre-performances, tout le contraire de ce qu'il montrait à Benfica ou à l'Olympiakos. Après 2 saisons insuffisantes, il enchaîne 2 prêts ratés à Galatasaray et au PSV Eindhoven, même si au final l'objectif c'était surtout qu'un club prenne en charge une partie de son énorme salaire. Il est libéré de son contrat à l'hiver 2021 pour s'engager avec l'Aris Salonique, un retour au pays qui va être raté parce qu'il n'a mis que 2 petits buts en 11 matchs avant d'être libéré 1 an et demi plus tard. Mitroglou annonce sa retraite en janvier 2023 en expliquant qu'il voulait se rapprocher de sa famille et qu'il avait décidé de jouer au niveau amateur avec le club de Rört Schaffhausen qui évolue en 6ème division allemande. A priori, d'après les infos que j'ai vues, il aurait marqué 16 buts en 17 matchs, uniquement des matchs à domicile parce que Mitroglou a décidé de ne pas jouer les matchs à l'extérieur. Je pense que ça passe puisque l'entraîneur du club était un ami proche. Au début de la saison 2023-2024, il s'engage avec Scherpenberg, toujours en D6 allemande, des débuts prometteurs avec 3 buts en 4 matchs, mais un différend avec son coach sur les efforts défensifs vont conduire au départ de Mitroglou en septembre dernier, à voir maintenant s'il trouvera un nouveau challenge en amateur. De mon côté, j'arrive à la fin de ce 5e épisode, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour le référencement, de vous abonner avec la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout, écrivez Mitroglou dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.